Tout commence ici, à 3 heures du matin, selon la légende, sous ce porche au 72 rue de Belleville, où Édith Gassion vit le jour. Édith Piaf est née le 19 décembre 1915. Naissance à l'hôpital Tenon, 4 rue de la Chine. Déclaration faite le 20 décembre à 12h30 à la mairie du 20e. Édith Piaf, chanteuse française, née à Paris le 12 avril 1915. Le 19 décembre 1915. Ah! En 1916, sa mère, qui est une chanteuse des rues, Lynn Marsat, l'abandonne. Édith va chez sa grand-mère maternelle. Elle va habiter 91 rue Rébéval, à Belleville. En 1917, le 15 décembre, Édith est baptisée à Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Donc elle reste toujours dans le quartier de Belleville. Le 31 août 1918, naissance de Herbert, son frère. Herbert est le fils de Louis Gassion et de Lynn Marsat, donc c'est son frère de père et de mère. Édith va habiter chez ses grands-parents paternels à Bernay, dans l'Eure. Sa grand-mère maternelle tient une maison close, 7 rue Saint-Michel. C'est à cette époque-là, à peu près, qu'elle perd la vue. Elle dit J'étais très jeune. J'étais aveugle étant gosse. Je suis tombée aveugle à 3 ans. Et je suis restée 4 ans aveugle. Donc, madame, vous êtes dans l'ancienne maison d'Édith Piaf. Tout à fait. La maison appartenait à la mère ou à la grand-mère de Piaf. C'était sa grand-mère ici. Je crois que c'est sa grand-mère. La maman a vécu aussi, Édith Piaf y est passée aussi, mais c'est la grand-mère qui tenait. Donc les gens rentraient... De la porte, d'une porte qui n'est inexistante maintenant, parce qu'en fait le coin de la rue, là, comme ça, il y avait une porte là, elle a été supprimée. Et les gens sortaient par là. Voilà. On n'a pas du tout les plans de ce qu'était vraiment la maison. On sait que c'était une grande maison parce qu'elle est divisée en 3 maisons individuelles maintenant. Ce qui est d'origine, c'est juste les 3 marches, l'escalier en fin de compte. Mais à la mairie, on n'arrive pas à voir, à part au cadastre peut-être. Parce que c'est pas, on a un souci parce que le mur du fond s'effrite, mais c'est un mur classé historique, on ne peut pas y toucher. Il faut attendre qu'il s'effondre complètement en fin de compte. Je m'appelle Chantal Ménil. J'ai fait mes études à Bernay, études scolaires, études secondaires à Bernay. J'ai appris le métier d'infirmière à Paris. Ensuite, j'ai fait des études d'assistante sociale et j'ai travaillé comme assistante sociale de 1952 à 1989. Madame Ménil, c'est le bureau de votre papa? Oui, le docteur Roger Ménil, oui, qui était né en 1873. Et qui a fait ses études de médecine de 1903, après avoir fait ses études à Paris, pardon, et qui est venu à Bernay en 1903, et qui a exercé de 1903 à 1965. À la demande du préfet, mon père allait, je crois, tous les 15 jours, tous les 8 jours, faire une visite chez ces dames, ou les examiner, ou voir où elles en étaient, enfin, pour faire le point. Et quand il arrive, Madame Gassion, qu'il connaissait bien, lui dit « Oh, regardez, docteur !» Et alors là, c'était touchant. Elle avait dans les bras un morceau de linge. Un amas de linge. Et au milieu de ce linge, un petit poupon tout petit, avec une petite figure et des croûtes. Pleine, les joues pleines de croûtes et les yeux, pas suppurants, mais presque. Hein. Donc elle ouvrait à peine les yeux, toute petite, je ne sais pas combien elle avait à ce moment-là, mais enfin très petite. Et elle lui dit, oh, regardez docteur, papa regarde, puis on sourit quand on voit un petit bébé, même s'il n'est pas beau à voir comme ça. Et puis elle lui dit, regardez docteur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, papa lui dit, écoutez, allez me chercher de l'eau bouillie. Alors, elles me font bouillir de l'eau, les dames étaient là, parce que ces dames étaient autour de ce petit bébé, vous connaissez, qui était déjà accueilli depuis quelques jours, je ne sais pas quand, hein, dans cette maison. Alors, on fait bouillir de l'eau, papa demande une compresse, stérile ou pas stérile, peu importe, puisque ça, il y avait du pus. Alors, papa essaie de nettoyer, bon, les croûtes s'en vont un peu, il nettoie, et puis, il dit, mais il faudra qu'elle voie très rapidement le docteur Saucier, mon voisin, qui était le médecin de la famille Gassion. C'était une petite fille Gassion, c'était pas une dame de ce service. Alors, le docteur Saucier est venu après. Et il est remonté la voir, elle allait un petit peu mieux, enfin bon, parce qu'elle avait vu le docteur Saucier qui avait dû prescrire quelque chose. D'ailleurs, chez le pharmacien, on voit ce qu'il avait prescrit.
c'est un antibiotique contre des trucs genre maladie vénérienne. Il doit y avoir quelque chose de très mauvais dans ses yeux, je ne sais quoi. Là, on va voir le registre. On va voir le registre des médicaments prescrits par le docteur Saucier et par le docteur Degène. De graines. Alors, on va leur faire. L'ordonnancier, avec en fait qui est annoté. Et vous avez le prêtre, oui, c'était voilà, la pharmacie. C'était le nom de la pharmacie ici, à ce moment-là. Oui. De graines, oui, c'est ça, de Lisieux, le spécialiste de Lisieux. Sulfate. Sulfate d'atropine. Dilater L'atropine, voilà. Atropa belladonna, c'est pour les femmes, les italiennes se mettaient ça aussi dans les yeux pour dilater la pupille, les belles dames. Et après Cocaïne c'est calme, eau distillée et vaseline. Oui, au fond, on a besoin de dilater oui, l'atropine, c'est pour dilater l'œil et puis le Gaston. Ensuite, mon père a su, par Madame Gassion, par les on-dire de la ville, que les dames s'étaient beaucoup attachées à cette petite fille et que, je vous parlerai de la petite sœur Thérèse tout à l'heure, mais Madame Gassion aimait la petite sœur Thérèse, les dames, dans leur simplicité de dévotion, aimaient la petite sœur Thérèse. Et toutes elles ont décidé que on devait prier la petite sœur Thérèse d'abord dans Bernay. D'ailleurs, la grand-mère était assez pieuse, on disait assez pieux, très pieux. Ils ont été en pèlerinage aussi à Lisieux. C'est cela, oui. Pour redemander à... Et comment sont-ils allés en pèlerinage? Par le train. Le train, à pied jusqu'à la gare. Voilà. Et avec accompagnés des demoiselles. Des demoiselles qui allaient là-bas. Voilà. Oui. Avec aussi, elles allaient demander au fond la guérison à la petite sœur Thérèse. Et puis ensuite, quand elle a été mieux, après avoir été soignée par le docteur comment il s'appelait, de Lisieux. Oui. Je me souviens plus. Oh, de graines de Lisieux. Oui. Ils ont dû aller après en pèlerinage. Oui. Remercier. Remercier, c'est ça. Voilà. Oui. Oui. J'avais apporté des fleurs, on a dit. Oui. Et elles sont parties par le train avec la petite fille. Elles sont allées prier, la petite sœur Thérèse. Puis quelques temps après, on a dit que la petite sœur Thérèse avait guéri. Moi, je suis plus naïve, plus proche de ce qui est la médecine. C'est idiot, hein. Je me suis dit, il y a le docteur Saucier qui l'a guéri quand même. Puis il n'y a pas que le docteur Saucier, c'est qu'à Paris, il est allé voir des grands pontes, des ophtalmos, oui, pour ses yeux. Mais elle a été très très longue à guérir. Quel est le rapport entre Édith et le Carmel et sœur Thérèse? C'est surtout le rapport entre Édith et Thérèse, puisque Édith, souffrant de cécité, elle ne savait pas, la petite Thérèse, de ne pas te reconnaître, elle a dû en entendre parler là-bas quand elle était à Bernay. C'est les femmes qui l'élevaient, qui ont dit, il y a une petite sœur à Lisieux qui fait des guérisons, on va y aller, on va prendre le train, donc après le train à Bernay, toute la délégation avec la petite Édith, et qu'est-ce qu'elles font? Elles arrivent à la gare de Lisieux et elles se rendent au cimetière. Et c'est après qu'elles sont venues prier aussi dans la chapelle, et c'est après qu'elles sont venues remercier Thérèse pour la guérison miraculeuse, on dit. On dit que c'est réellement sœur Thérèse qui a guéri Piaf. Et pourquoi pas? Attendez, je vais vous dire. Vous avez entendu parler du grand médecin Ambroise Paré. Ambroise Paré, c'était un médecin, très qualifié pour l'époque. Ambroise Paré disait, pour un malade, je l'ai soigné, Dieu l'a guéri. Mais il est évident que là, quand il y a plusieurs choses qui sont développées, c'était curieux son histoire de maladie, une histoire grave certainement, qui existait. Il faut toujours dans les miracles prouver qu'il y a quelque chose de grave, et qui a tout d'un coup disparu. À Lourdes, les médecins sont très prudents. D'abord parce qu'ils n'ont pas le don de miracle. Alors ils disent, nous ne l'avons pas fait, mais il y a quelque chose qui nous étonne, qui est en dehors de la nature. Et puis aussi,
les médicaments, les antibiotiques, tout ce que vous voulez, peuvent faire des choses en dehors de la nature à chaque fois, aux nouvelles découvertes de la médecine, c'est souvent comme ça. Mais ce n'empêche que le docteur Saucier a dit, mais il y a quelque chose de pas normal dans cette affaire. Et qu'après tout le monde peut y aller, la petite sœur Thérèse, son bon ange, les dames qui ont prié pour elle, les dames de la maison de passe, elles ont été dans cette intention de voir cette petite fille aller mieux. Personne n'avait envie de tuer cette petite fille. Et c'était très beau. Et finalement, quand cette petite fille a ce qu'on appelle guéri, a été mieux. Elle a souvent été mal aux yeux, sensible les yeux, mais elle a été, à un moment, elle voyait, elle a pu lire, elle a pu aller en classe. Et alors, quand cette petite fille a été dite guérie, aux yeux de tout le monde, eh bien, elles sont allées, toutes ces dames, là-bas, à Lisieux. Elles sont allées faire une messe d'Action de grâce, je ne sais plus quoi, il y a eu quelque chose pour remercier vraiment la Sainte Vierge. Il y avait des gens qui croyaient le miracle, c'est catholique, pas le miracle, c'est pas catholique, bon, des trucs comme ça. Et puis, après tout, les catholiques disaient, c'est nous qui avons guéri les gens, les autres ne sont jamais guéris. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est que, si c'est le bon Dieu, pourquoi pas? On ne sait pas ce qu'il fait, lui, de ce côté. Le médecin guérit, le bon Dieu fait son travail. Bah, il n'y a que la foi qui sauve. Hein. Non, mais il y a beaucoup de guérisons de Thérèse qui sont reconnues quand même, qui sont un miracle, ça ne s'explique pas. Bon, des fois, les médecins vous expliquent que c'est psychologique, tout ça, mais il y a des guérisons, il y a des présences encore actuellement il y a des apparences de Thérèse qui apparaît et qui guérit des gens encore actuellement. Non, il n'y a pas de hasard. Hein. Non. Donc c'est Sœur Thérèse qui a réellement, certainement guéri Edith. Oui, certainement, parce que dans d'autres situations, elle est intervenue. Oui, moi je crois au miracle, hein. Je crois. J'ai des témoignages, bon, j'ai commencé ma 14e année ici, et j'ai beaucoup de gens qui viennent, vous avez vu, le gisant est fleuri toute l'année, beaucoup de gens qui viennent remercier pour des grâces de guérison, de conversion. Et bon, quand on entend certains témoignages, on ne peut pas mettre en doute la parole des gens, et c'est certainement Thérèse qui intervient. Elle a dit, je reviendrai, je redescendrai, et je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre, et c'est vrai qu'elle continue à faire du bien, notamment autour du passage héroïque à travers le monde. Il y a beaucoup de grâces de conversion, des gens qui retrouvent le chemin du confessionnal, des gens qui pratiquaient plus, qui retrouvent le chemin de l'église, et puis qui dans la vie de Thérèse, trouvent quelque chose d'intéressant pour eux. Ah oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, au niveau de la maladie, aussi au sujet de l'amour fraternel, au sujet de la prière. La prière, c'est pas de faire des belles litanies. Hein. Elle dit, Thérèse, la prière, c'est un élan du cœur. Hein, puis plein de choses comme ça. Chacun a dans la vie de Thérèse quelque chose pour lui. Bon, c'est pour ça. Et évidemment, ma première joie de vivre est le jour où j'ai retrouvé la vie. Ça a été ma première joie de vivre. Évidemment. Alors quand on voit, excusez-moi parce que moi je parle en arrière, mais quand on voit que la petite sœur Thérèse, et ça on va vous le chercher, ou bien vous restez à Bernay quelque temps, non? Partez ce soir. Oui. On va vous trouver un lit. Non. Non. Bon. Alors attendez, bon, c'est pas grave. Mais la petite sœur Thérèse et d'Edith Piaf, il y a un lien de parenté. Alors le bon Dieu s'est dit, mais voyons, si les hommes prient pour la petite, je sais plus moi, la petite Edith, moi je vais associer dans ma pensée sa petite cousine ou arrière-cousine ou tout ce que vous voulez. Et au fond, je crois qu'il y a pu y avoir, on le saura peut-être dans l'au-delà, je ne sais pas si on y va, mais dans l'au-delà, je saurais peut-être si un jour le Seigneur a eu un fillette pour la petite sœur Thérèse, pour la petite Piaf. Et elle allait à l'école aussi. Elle allait à l'école Paulbert, je crois. Oui. Oui. Elle allait à l'école Paulbert, oui. Edith descendait par la côte qui arrive là sur le côté et elle venait le matin de bonne heure comme toute petite fille de Bernay. Est-elle venue peut-être à 5-6 ans? Je crois qu'elle aimait bien l'école, mais alors elle était souvent arrêtée, malade. Elle avait souvent des congénites pulmonaires, des bronchites. Avez-vous autre chose? Maman disait qu'elle venait quelquefois avec sa grand-mère à la maison chercher de la viande, c'est arrivé. Mais pas comme la grand-mère était pas, comment dirais-je, une cliente attitrée, si vous voulez, à la maison. Mais c'est arrivé qu'elle est venue avec sa grand-mère. Elle avait quel âge, Piaf? Oh, elle avait quel âge? À cette époque-là, moi, je ne peux pas trop vous dire. Moi, elle avait peut-être... Et petite? Non, petite. Ah, voilà. Elle montait sur une table. Ah, au café. Et elle chantait.
Au café de la gare, Au café, oui, à côté de la gare, entre la gare et le Dr Bell. Voilà. C'est ça, C'est oui. ça, oui. On disait quand elle chantait toute petite, là déjà, on a monté sur une table et on la faisait chanter. On la faisait chanter. Oui. Ça, je me souviens de ça. Et monsieur l'archiprêtre avait demandé aussi que cette petite fille qui grandissait n'était pas à sa place dans cette maison. Voilà. Et qu'alors le père serait venu la reprendre aussi, à ce moment-là. Oui. Puis c'est à ce moment-là que d'autres gens nous ont raconté la suite de sa vie. Voilà. Oui. Paris, la ville de la Renaissance musicale, Édith, avec son père, fait revivre les petites rues en chantant. Une chose qu'on dit, c'est que après, elle chantait avec son père dans les rues. Lui, il faisait ses acrobaties, puisque c'était un acrobate. Et ensuite, Édith, comment avez-vous, alors, avec ses yeux neufs, si j'ose dire, découvert la vie? Eh bien, mon Dieu, je suis partie avec mon père. Je suis partie avec mon père dans un cirque. Et après, elle a quitté son père quand même. Pour, oui, pour chanter toute seule. De bonne heure, oui. Elle devait avoir une quinzaine d'années, à peu près. Mais vous êtes partie de ce cirque un jour, comme une grande. Oui, je suis partie, oui, je suis partie, enfin, c'est-à-dire, je suis partie, j'ai quitté mon père, j'avais 15 ans. Piaf vivait de sa chanson. Eh oui. Eh oui. Ah oui, il n'y avait pas d'allocation, il n'y avait rien à l'époque. Piaf a eu un enfant? Oui, une petite fille, Marcel, oui. Le 11 février 1933 naît Marcel, fille d'Édith et de Louis Dupont. Édith chante dans la rue avec Marcel. 2 ans après sa naissance, Marcel mourra d'une méningite. Oui, elle l'a jamais caché, hein. 1935. Édith chante de rue en rue, à Pigalle, sur la butte Montmartre, avant d'être repérée et engagée par la suite dans le cabaret de Louis Leplay. Alors l'hôtel Château-Frontenac, avant-guerre et après la guerre, dans ses sous-sols avait un cabaret. Et avant-guerre, Édith Piaf, dans les années 36-37, a débuté dans ce cabaret qui s'appelait le Gérénis. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la carrière d'Édith Piaf d'avant-guerre. Et c'est Leplay qui a fait démarrer Édith? Oui, oui. Parce qu'avant, elle chantait dans la rue, c'est comme ça qu'il l'a trouvée. Et c'est comme ça que Leplay, en passant dans la rue où vous chantiez... Oui, rue Troyon, exactement. Vous a découvert, oui, n'est-ce pas? Oui. C'est le début, en fait, de votre vraie carrière. Oui. Voilà l'entrée du cabaret 54 rue Pierre Charon, où Édith Piaf a débuté avant-guerre dans les années 36-37. Saint-Malo, on retrouvait l'espoir de revoir Saint-Malo qui renaît à la vie. Alors voilà la salle, l'ancien cabaret. Leplay réfléchit, me dit enfin, écoute, je t'ai trouvé dans la rue et je devrais t'appeler la Môme Moineau, mais il en existe déjà une. Alors, on va t'appeler la Môme Piaf. Pour moi, tu es comme un petit Piaf de Paris. Oh, elle était enjouée, c'était une femme, oui, gaie. Oui, elle riait tout le temps. Bon, je pense que c'était quand même une femme qui cachait sa détresse. Une amie qui travaillait chez Leplay me prit immédiatement à part. Ma petite Piaf, c'est affreux, monsieur Leplay est mort, il a été assassiné. Je restais pétrifiée. Donc ça l'avait beaucoup déséquilibrée, parce qu'elle était toute jeune à l'époque. Alors donc ça a dû se passer, je sais pas, dans les années 36, 37 par là. Donc elle était quand même jeune, mettons 20, ça faisait, oui, elle avait 18 ans. Elle démarrait, il l'avait beaucoup aidé parce qu'il l'a fait chanter dans son cabaret. Leplay? Oui, bien sûr. Monsieur Rosenfeld, vous avez connu Piaf? Non, je l'ai vu sur scène. 2 fois à l'Olympia. Pour vous, Piaf, c'est qui? C'est quel personnage? C'est un personnage très complexe. C'est la femme, c'est l'artiste, et c'est en fait aussi la libéralisation de la femme. Parce que ces amours qui furent
diverses et successives. Elle les vivait, ce que je dis est positif, c'est pas une critique. Elle les vivait pleinement, au regard de tous, sans la moindre arrière-pensée. Elle avait, c'est ce qui m'a séduit aussi en quelque sorte, toute sa franchise affective. Effectivement, lorsque je l'ai vue la première fois sur scène, elle était seule. L'orchestre était derrière un rideau translucide, on ne le voyait pas. Et elle chantait. Alors, une des chansons qui m'a le plus marqué, c'est La Foule. Parce que quand elle chantait La Foule, elle avait les bras très longs par rapport à sa taille. Elle avançait les bras comme ça, fermait les yeux, entraînée par la foule qui nous... J'avoue que je suis un public assez critique, mais devant Piaf, j'ai été très bon public et j'ai été captivé. Depuis le temps que tu nous as quittés, on n'a jamais cessé de t'écouter. Depuis longtemps tes disques sont usés, mais tes chansons sont immortalisées. Et il est certain qu'une fois qu'on l'avait vu, on ne l'écoutait plus à la radio ou les disques de la même façon. La chanteuse texte, la chanteuse réaliste, et aussi la chanteuse, sa présence sur scène, car la scène de l'Olympia est énorme, et de voir, je vous dis, cette femme menue, avec ses longs bras, habillée d'un fourreau noir, ça avait quelque chose de très impressionnant. À l'époque, c'était encore Cocatrix qui était le directeur de l'Olympia. La foule était pratiquement en délire. Les rappels, n'en parlons pas. Je pense qu'il est indispensable, parce que nous avons la chance dans notre arrondissement que Piaf soit né ici, qu'il est indispensable que son 90e anniversaire, le 90e anniversaire de sa naissance, soit marqué de façon forte et je dirais aussi populaire. Piaf est et restera, même 40 ans après sa mort, une grande chanteuse. N'oublions pas qu'elle est morte très jeune. Et les personnages célèbres, connus du plus grand nombre, du grand public, lorsqu'ils meurent jeunes, restent jeunes. Oui, je ne souhaite pas que, lorsque nous célébrerons cet anniversaire, Piaf soit un mausolée dans lequel nous nous réunissons, ni que ce soit des incantations à celle qui fut, mais surtout que plus de 40 ans après sa mort, pour le 90e anniversaire, nous célébrions Édith Piaf, toujours parmi nous, par ses chansons, toujours présente, et je dirais même porteuse d'avenir. Voilà. Un hommage à Édith Piaf. Chantez-la avec moi. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la rose. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison, elle sera la caissière, et lui sera le patron. La vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi.
on est bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux. C'est qui Piaf pour vous? En une phrase. Édith Piaf, c'est la plus grande. C'est une phrase, c'est la plus grande, il n'y a pas d'autre mot.